Le dernier point que nous allons voir ici dans ce chapitre sur les ondes électromagnétiques dans le vide, c'est la réflexion d'une OPPM, d'une onde plane progressive monochromatique, sur un plan parfaitement conducteur quand cette onde arrive en incidence normale. La situation est la suivante. Nous avons ici placé dans toute cette zone-là un conducteur parfait, un conducteur idéal. Nous avons dans cette zone-ci du vide ou de l'air, c'est pas très différent du vide, dans laquelle arrive une onde électromagnétique avec un champ E qui oscille comme ceci, EI, E incident, et puis un champ B qui oscille comme ça. Le tout se propage vers la droite et arrive perpendiculairement à l'interface vide-conducteur. Nous allons d'abord regarder le conducteur parfait, donc avec sigma qui tend vers l'infini. Et comme dans un conducteur J égale sigma E et que sigma est quasi infini, on peut en déduire que E est quasi nul parce qu'un courant infini n'existe pas. Le champ E est nul. Et d'autre part, on a rotationnel de E qui est égal à vecteur nul, qui est aussi égal à moins dB sur dt, Maxwell-Faraday. Et donc, en intégrant temporellement, on aurait B égale constante invariante dans le temps, mais comme on étudie une onde, on a forcément quelque chose qui varie dans le temps, donc cette constante, ce serait un champ magnétostatique qui n'a rien à voir avec une onde. Donc là, je me limite aux ondes. Donc le B ondulatoire, c'est uniquement 0. J'appelle également N12 le vecteur unitaire normal, M comme normal. Donc normal ici à l'interface entre le milieu 1, le vide, et le milieu 2, le conducteur. Je vous donne les relations de passage qui a priori vous seraient rappelées, qui sont E du côté 2, quand on fait tendre Z vers 0, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'interface, moins E du côté 1 quand on fait tendre Z vers 0, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'interface, égale sigma sur epsilon 0, N12. D'autre part, B2 quand Z tend vers 0 moins B1 quand Z tend vers 0 égale à mu0 J surfacique vectoriel N12. Donc concrètement, on regarde le champ B d'un côté, le champ B de l'autre, on fait tendre vers 0 et on regarde s'il y a une discontinuité entre les deux. Et l'écart entre les deux est donné par ces relations-là. Vous remarquerez que N12 c'est perpendiculaire à la surface de séparation entre les deux milieux. Donc ça veut dire qu'il y a une discontinuité du champ E, mais uniquement de la composante normale du champ E. C'est normal, s'il y a des charges surfaciques, le champ E s'en éloigne, et donc il y a discontinuité de E normal. Par contre, il y a continuité de E tangentiel. La projection de ceci sur l'interface va donner 0, ce qui veut dire qu'il y a continuité de E tangentiel. C'est quelque chose que l'on a déjà vu en cours d'année. Continuité de E tangentiel. Pour B, on a un vecteur ici qui est perpendiculaire à N12 de par le produit vectoriel. Donc ça signifie qu'il y a une discontinuité possible du champ B, mais uniquement de la composante tangentielle de B. Parce que le vecteur perpendiculaire à N est tangentiel à la surface. Il y a donc continuité de la composante normale de B. Ce que j'ai résumé ici, continuité de la composante tangentielle de E, et continuité de la composante normale de B. J'appelle E indice I l'onde incidente. Elle est tangentielle, puisque c'est une onde transversale, elle est tangentielle à ce plan d'interface.
Donc, quand elle arrive sur l'interface, a priori, sa composante tangentielle ne sera pas nulle du côté vide. Alors que de l'autre côté, du côté conducteur, elle est nulle. Donc, il y a un problème. Ça veut dire que la continuité de E tangentielle n'est pas respectée. Si l'onde incidente ne peut pas respecter à elle toute seule cette relation de continuité, c'est que forcément, il va naître une autre onde, il va apparaître une autre onde qu'on appelle l'onde réfléchie, que je vais noter E indice R. Et c'est la somme des deux, E indice I du côté vide plus E indice R du côté vide, la somme des deux qui va s'arranger, entre guillemets, pour respecter la condition de continuité à la surface de l'interface, c'est-à-dire que la somme des deux doit être nulle. C'est exactement comme pour l'onde dans une corde que l'on fixe à une extrémité. L'onde incidente qui arrive sur l'extrémité ne peut pas à elle toute seule respecter la condition y égale 0 quel que soit t. Donc il y a apparition d'une onde réfléchie et c'est la somme des deux qui va respecter cette condition aux limites. On doit aussi avoir continuité de B normal, mais comme l'onde est transversale et que le vecteur K est normal à cette interface, et bien en fait BI sera tout simplement tangentiel. Donc B normal est nul du côté vide, et comme B est nul à l'intérieur du conducteur, bah, finalement il n'y a aucune contradiction, donc là il n'y aura pas de problème. Alors puisqu'on sait maintenant qu'il y a forcément une onde réfléchie, on va expliciter l'onde incidente, qui est de la forme E0 polarisée selon UX et progressive selon plus UZ, donc de la forme exponentielle J oméga t moins KZ. Et l'onde réfléchie, forcément, va dans l'autre sens. Donc elle va être en exponentielle J oméga t plus KZ. J'appelle R le coefficient de réflexion en amplitude. Donc plutôt que de l'appeler E0R, je l'appelle E0 fois R. R, c'est tout simplement le rapport entre l'amplitude de l'onde réfléchie et l'amplitude de l'onde incidente. R s'appelle le coefficient de réflexion en amplitude. Je ne sais pas à quoi il est égal, mais je vais le rechercher. Pour savoir s'il y a un déphasage lors de la réflexion, eh ben, on regardera l'argument de R. Donc finalement, le R complexe nous donnera aussi l'information de savoir s'il y a déphasage ou pas quand il y a réflexion. Je traduis la condition aux limites que l'on avait donnée précédemment, qui est la continuité des E tangentielles. Je sais que du côté 2, de toute façon, dans le conducteur parfait, il n'y a pas de champ E. Donc le E vaut 0. Du côté 1, je sais que l'onde incidente, comme elle est transversale, il y a forcément qu'une composante tangentielle. Et donc le champ E, c'est un champ tangentiel, EI, et ER également. Et je traduis quand Z égale 0, la somme des deux doit donc faire 0. Je remplace tout simplement ces expressions-là en Z égale 0, et j'obtiens cette relation-là, selon X, qui doit faire 0. Après simplification, parce que c'est vrai quel que soit t, donc après simplification par exponentielle j oméga t et par E0 qui est non nul, j'obtiens 1 plus R égale 0. Donc R égale moins 1, le coefficient de réflexion. On peut donc dire qu'il y a une onde réfléchie qui aura la même amplitude, parce que module de R vaut 1, donc il y aura la même amplitude que l'onde incidente, mais par contre, comme l'argument de R vaut pi, eh ben, elle sera déphasée de pi, c'est-à-dire qu'elle va repartir inversée. Ensuite, pour en savoir plus sur l'onde totale du côté 1, j'additionne EI et ER pour voir ce que ça donne. E incident s'écrit sous cette forme-là, E réfléchi s'écrit sous cette forme-ci, donc là le moins c'est le moins 1 en fait, du R complexe, le tout étant selon UX.
je peux factoriser par E0 et par exponentielle j oméga t. Il apparaît donc exponentielle moins j kz moins, donc celui-ci, moins exponentielle j kz. Là, on voit apparaître 1 moins 2j sinus kz. Le j, ça vaut exponentielle moins j pi sur 2, donc je l'incorpore dans cette exponentielle-là pour regrouper tous les exponentiels j et me retrouver avec un réel ici. Ne pas oublier que 0 a un argument que j'ai appelé phi, et donc ce phi, je peux aussi l'incorporer dans cette exponentielle, ce qui au final me donne, en prenant la partie réelle, E0, donc exponentielle j phi, le phi se retrouve là, cosinus, la partie réelle de ça, ça fait cosinus oméga t moins pi sur 2 plus phi. Le 2 sinus kz étant déjà réel. Alors, attention, pensez bien à remplacer le j par exponentielle moins j pi sur 2 et l'incorporer dans cette exponentielle, sinon reprendre la partie réelle de tout ce morceau-là, c'est pas évident. Ayant ce résultat-là, je peux transformer avec le moins pi sur 2 dans le cosinus je peux le transformer en sinus, et ça me donne donc 2 E0, sinus oméga t plus phi, sinus kz, le tout polarisé selon ux. Et on remarque que le temps t et la position z se trouvent séparés dans deux sinus différents. C'est caractéristique d'une onde stationnaire et c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. Maintenant, on va rechercher à déterminer B. Alors attention aux formules toutes faites. Le B égale K vectoriel E sur oméga avait été démontré uniquement dans le cadre d'une OPPH. On ne peut donc pas l'appliquer sur le résultat obtenu ici, parce que ça, ce n'est pas une OPPH, c'est une onde stationnaire. Donc il faut oublier cette relation B1 égale K vectoriel E1 sur oméga. On doit alors revenir aux équations de base. Si on ne peut pas utiliser B égale K vectoriel E, il faut se souvenir que le B égale K vectoriel E sur oméga, on l'avait démontré à partir de Maxwell-Faraday. Donc, on repart de Maxwell-Faraday. Rotationnel de E égale moins d de B1 sur dt. Et on recalcule le rotationnel. On est quand même en coordonnées cartésiennes. Donc le rotationnel, c'est le d sur dx, d sur dy, d sur dz, vectoriel ex, ey, ez. Mais comme le vecteur E est selon ux, le vecteur E n'a de composantes que sur la première ligne. En faisant les produits en croix, des produits vectoriels, on obtient donc le rotationnel de E qui fait 2KE0 cos kz sinus oméga t plus phi, le tout selon uy. Et ça, c'est moins d de b1 sur dt. Donc ensuite, il faut intégrer ça temporellement pour en déduire b1, ce que l'on va voir ici. Donc, une fois intégré temporellement, il sort 1 sur oméga, un moins 1 sur oméga, on obtient ce résultat-là. Souvenez-vous que K sur oméga, c'est 1 sur C, parce qu'on a toujours l'équation d'Alembert. Et donc, on peut simplifier. Et donc, on obtient 2E0 sur C, cos oméga t plus phi, cos kz. Vous remarquez que ici, c'est comme en acoustique pour une onde stationnaire. En acoustique, on avait trouvé que pour une onde stationnaire, la pression était en sinus-sinus et la vitesse en cosinus-cosinus, ou l'inverse. Là, on obtient que pour une onde stationnaire, le champ E est en sinus temporel, sinus spatial, alors que B est en cosinus temporel, cosinus spatial. Ensuite, pour trouver les nœuds de champ E et les nœuds de champ B, c'est-à-dire les points où le champ E ne varie pas, ou les points où le champ B ne varie pas, on recherche les zéros de sinus kz. Le nœud de E sont tous les z tels que sinus kz vaut 0.
les nœuds de B sont tous les Z tels que cos kz vaut 0. Et ce qu'on remarque, c'est que les nœuds de B correspondent au ventre de E, c'est-à-dire là où le sinus kz s'annule, et ben ça fait un cos kz maxi. Et inversement, les ventres de champ E correspondent aux nœuds de champ B. Donc les ventres de champ B correspondent aux nœuds de champ E. Pour terminer, on va mettre en évidence l'existence d'un courant surfacique. On a vu que la composante normale de B était bien continue, ça, il n'y avait pas de souci, en Z égale 0. Mais on a vu aussi qu'il y a une relation avec les composantes tangentielles de B, et que la différence des deux B tangentielles, c'est mu0j surfacique vectoriel n12. Or, le B tangentiel, comme on peut le voir dans cette expression ici, B est tangentiel en Z égale 0 et non nul. Donc ça veut dire qu'il y a discontinuité de B tangentiel. Donc s'il y a discontinuité de B tangentiel, ça signifie qu'il y a un courant surfacique J. Pour le trouver, on écrit que B tangentiel du côté 2 en Z égale 0 moins B tangentiel du côté 1 en Z égale 0 vaut mu0 J surfacique vectoriel n12 qui est en fait le vecteur unitaire UZ. Du côté 2, de toute façon, il n'y a pas du tout de champ B. Et du côté 1, on reprend l'onde stationnaire que l'on a trouvée, mais on l'exprime en Z égale 0. Donc cos kz, ça fait 1. Égale mu0 J surfacique vectoriel UZ. Le champ B étant selon Y, ça nous fait un courant J surfacique et selon UX. Et on remarque qu'il y a un courant alternatif en surface. Et que l'onde électromagnétique qui se réfléchit à la surface d'un conducteur va être à l'origine d'un courant surfacique. En résumé, une onde incidente qui arrive sur un conducteur parfait est totalement réfléchie. On a le module de R qui est égal à module de moins 1 et donc est égal à 1. L'onde est déphasée de pi, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle repart inversée. Il y a également apparition d'un courant surfacique à la surface du conducteur lors de la réflexion. Et pour terminer, on peut dire qu'un miroir, c'est tout simplement composé d'un métal bon conducteur. On cherche à ce qu'il soit le meilleur conducteur possible. Plus il sera conducteur, meilleure sera la réflexion, pour bien réfléchir la lumière. Et que ce métal, pour ne pas qu'il s'oxyde, parce qu'en s'oxydant il deviendra moins bon conducteur et donc il va moins bien réfléchir, et on plaque une plaque de verre par-dessus pour éviter qu'il s'oxyde.